Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, tiré d'une analyse experte particulièrement fouillée. L'objectif, c'est de comprendre vraiment comment les forces militaires s'adaptent quand elles sont sous pression. Et on va vite se rendre compte que la guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de gros matériel ultra sophistiqué, c'est littéralement une question de résilience, d'utilisation ingénieuse des données et surtout de profonds angles morts culturels qui font capoter les meilleures stratégies. Bref, une vraie plongée au cœur des erreurs de calcul qui coûtent cher. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme, d'abord, la guerre de la ferraille. Ensuite, l'impact de l'IA et des embuscades tactiques. Et enfin, le fameux déficit d'intelligence culturelle. Première partie donc, la guerre de la ferraille ou comment redéfinir complètement la résilience militaire. Alors, commençons par le matériel physique. Classiquement, on se dit « Ok, on détruit l'équipement ennemi et pouf, la menace disparaît définitivement ». Eh bien non, pas du tout. La capacité de récupération moderne est juste stupéfiante. Les estimations de notre source montrent que, même après des destructions massives, une chaîne de production de drones pourrait être relancée en seulement 6 mois de cessez-le-feu. 6 mois? C'est dingue quand on y pense. La production n'est pas anéantie, elle est juste mise sur pause ou déplacée pour survivre aux frappes. Et quand on regarde les chiffres de plus près, la réalité frappe de plein fouet. On parle de 60 à 90% de l'infrastructure balistique, c'est-à-dire les missiles et les lanceurs, qui restent totalement intacts malgré de lourdes campagnes de bombardement. Et à côté de ça, la production de drones repart de plus belle. C'est exactement pour ça que les analystes s'arrachent les cheveux aujourd'hui et doivent revoir l'idée même qu'une option purement militaire soit viable. Frapper fort ne suffit plus du tout à rayer de la carte la capacité d'un adversaire déterminé. Pour vraiment visualiser la chose, les experts sur le terrain ont une analogie que je trouve brillante. Imaginez des dizaines de mécaniciens dans des garages clandestins. Et là, on dit, une Maserati accidentée peut tout à fait être restaurée. Bon, le câblage électrique sera probablement nul, mais tout va marcher, et ça aura de l'allure. C'est exactement la même philosophie pour le matériel de guerre. Ils désossent de vieux équipements et récupèrent le moindre bout de métal pour reconstruire des lanceurs de missiles, du vrai bricolage de génie. Donc, le point crucial ici, c'est que la destruction totale, ça n'existe quasiment pas. Même après une frappe aérienne dévastatrice, l'adversaire arrive à récupérer environ 30% des composants vitaux. On parle de pièces ultra spécifiques, comme des vérins hydrauliques ou des moyaux de roues. Et après, il suffit de prendre ces pièces, de les fixer sur de simples châssis de gros camions commerciaux qu'ils fabriquent d'ailleurs souvent eux-mêmes, et hop, on obtient un système d'armes tout neuf et prêt à l'emploi. Ce qui veut dire qu'il faut complètement repenser notre façon de faire du renseignement. Fini le temps où les satellites scrutaient uniquement d'immenses entrepôts militaires ultra sécurisés. La nouvelle priorité, ce sont les zones commerciales de fabrication de camions, ou même les casses automobiles. Oui, les casses, c'est là que la ferraille arrive et est recyclée. Du coup, compter les simples châssis de camions dans une zone industrielle devient l'indicateur numéro 1 pour savoir combien de lanceurs sont en train d'être fabriqués. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, l'IA et les embuscades tactiques. Les logiciels, la stratégie et l'importance des données. On quitte un instant la tôle froissée pour entrer dans le monde des données et de l'intelligence artificielle. Les sources de cette analyse insistent beaucoup sur un point. L'assistance étrangère dans un conflit moderne, ce n'est pas toujours le cliché de l'image satellite ultra secrète. Souvent, les conseils tactiques sont d'une simplicité redoutable. Prenez le zérotage. Ça consiste tout bêtement à recalibrer une arme pour s'assurer que le tir tape exactement là où le viseur l'indique, disons à 100 mètres. Ça a l'air basique, non? Sur le terrain, ce genre de petit ajustement technique booste l'efficacité des troupes d'une manière incroyable. Et ça ne s'arrête pas au zérotage. Ses partenaires partagent des retours d'expérience très concrets. Ils expliquent comment corriger les enveloppes d'engagement pour arrêter de gaspiller des missiles tirés trop loin. Ils conseillent de monter des canons anti-aériens à l'arrière de camions civils pour rester hyper mobiles. Ils vont même jusqu'à partager des tactiques d'essaims de drones qui ont cartonné dans des conflits récents, comme en Ukraine. C'est un transfert de compétences qui offre un avantage stratégique absolument colossal face à des armées plus lourdes. Mais attention, l'arme absolue aujourd'hui, c'est la donnée. Imaginez un instant une base de données contenant environ 15 000 missions de vol historiques. Pendant des années, les pilotes ont pris l'habitude d'utiliser les mêmes couloirs aériens parce qu'ils semblaient sûrs. Aujourd'hui, on a des logiciels d'IA capables d'avaler ces milliers de trajectoires et de dire avec certitude « telle force va passer par là, à tel moment ». C'est la prévisibilité mathématique au service de la guerre. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant dans cette analyse, c'est le résultat tactique direct de tout ça. Ça donne naissance à ce qu'on appelle un sandbush. Dans le jargon, c'est une embuscade de missiles solaires. Et croyez-moi, c'est l'exploitation pure et simple, et fatale, de cette fameuse prévisibilité dont on vient de parler. La méthode pour y arriver est d'une froideur absolue. Étape 1. L'IA digère les milliers de vols historiques. Étape 2. Elle repère ce fameux couloir sûr que les pilotes adorent. Étape 3. On va discrètement poser un système solaire mobile, bien caché sur une montagne qui surplombe la zone.
Et l'étape 4, la patience. On ne tire pas tout de suite. On laisse passer quelques jours pour bien conforter les pilotes dans leur routine sécurisante, puis d'un coup, le piège se referme et l'avion est abattu. Littéralement, l'IA transforme une simple habitude humaine en une vulnérabilité mortelle. Ce qui nous mène à notre troisième et dernière partie, le déficit d'intelligence culturelle, ou quand le facteur humain provoque des erreurs de calcul dramatiques. C'est sans doute l'aspect le plus surprenant du décryptage. On se rend compte que les plus gros échecs stratégiques ne viennent pas de la technologie, mais d'un manque flagrant de compréhension culturelle. Prenons l'exemple de la garde-robe. Pour un analyste occidental classique, un dirigeant étranger qui lâche l'uniforme pour un simple blazer, c'est un signe d'ouverture. On se dit, c'est à modérer, on peut faire des affaires. Mais c'est ignorer totalement les codes de la télévision du Moyen-Orient. Là-bas, le héros populaire, le bon gars, porte typiquement un blazer ouvert sans cravate, alors que les méchants, les antagonistes, eux, portent la cravate formelle. C'est tout l'inverse de nos clichés. Le cas d'école mentionné dans la source, c'est l'ancien président iranien Ahmadinejad. Il apparaissait toujours avec sa chemise blanche et son petit blazer soigné. Une allure presque décontractée, très accessible pour un œil non averti. Sauf que, quand on regarde la réalité de son bilan, c'était un partisan de la ligne dure absolue. Il prônait l'enrichissement d'uranium sans limite et tenait des discours d'une virulence extrême. Baser une analyse politique sur un simple code vestimentaire occidental s'est avéré être un profilage non seulement superficiel, mais extrêmement trompeur. Et ce petit détail du blazer illustre brillamment un problème bien plus large. Nos hypothèses sont souvent à côté de la plaque. Par exemple, penser que n'importe quel adversaire peut s'acheter, comme si tout le monde fonctionnait sur un modèle mercantile universel. Ou encore, quand un dirigeant est hyper protégé par ses propres troupes, certains observateurs concluent immédiatement à une assignation à résidence, ce qui lance des rumeurs totalement fausses de changement de régime. En fait, faire du copier-coller de nos propres valeurs sur des cultures étrangères, c'est la garantie absolue d'aller droit dans le mur. Pour vraiment comprendre à quel point cette méconnaissance peut aller loin, la source raconte une anecdote historique hallucinante. Imaginez une réunion de planification de haut niveau. Quelqu'un avance sérieusement l'idée suivante. La prière de l'aube est à 6h du matin. À ce moment-là, les combattants nous tournent le dos pour prier. Faisons une frappe aérienne exactement à 6h pour les prendre par surprise. Voilà le niveau de stéréotype sur lequel des opérations majeures peuvent parfois être envisagées. Sauf qu'il y a un petit problème avec ce plan brillant, c'est qu'il est complètement faux. La réalité de la prière au combat, selon la doctrine religieuse et militaire locale, c'est tout l'inverse. Quand un combattant est sur la ligne de front, il reçoit l'ordre strict de maintenir son attention et de garder son visage tourné vers l'ennemi en toutes circonstances. Planifier une attaque basée sur une telle incompréhension, c'est la preuve évidente qu'on peut facilement devenir victime de sa propre ignorance. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Ce décryptage nous montre clairement que la guerre moderne, oui, c'est des satellites, des drones et de l'intelligence artificielle. Mais ça repose avant tout sur la bonne compréhension humaine et culturelle de l'adversaire. La technologie peut vous dire où se trouve un équipement, mais seule l'intelligence culturelle vous dira ce que l'ennemi compte vraiment en faire. Alors, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui est combien d'autres angles noirs critiques se cachent actuellement, en pleine vue, dans les rapports sur les conflits mondiaux, simplement parce qu'on ignore la culture de l'autre. C'est une réflexion fondamentale qui laisse vraiment songeur.